Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je cède la parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'être à nos côtés pour cette dernière journée d'audition de notre commission d'enquête qui, vous le savez, se penche sur la question de la qualité d'accueil dans les crèches et de l'impact du modèle économique sur cette qualité d'accueil. Alors, vous avez été secrétaire d'État en charge de l'enfance et de la famille de juillet 2020 à mai 2022. Durant près de ces 2 années, vous avez notamment adopté la dernière grande réforme qu'a connue le secteur, qui est la réforme Norma. Vous nous en avez parlé dans vos propos introductifs et il est vrai, vous avez tout à fait raison, je tenais à insister sur ce point, que cette réforme s'inscrit dans la continuité des travaux qui avaient aussi été menés avant vous. Une réforme qui a, je crois, apporté un certain nombre d'éléments très positifs. Je pense en particulier aux référents santé, accueil inclusif, mais également effectivement au fait d'avoir donné force de loi à la charte d'accueil du jeune enfant. D'autres changements ou absence de changements ont pu interpeller les professionnels. L'introduction d'un référentiel bâtimentaire national, on y reviendra, sur lequel les avis, je dirais, sont partagés. Le maintien d'une capacité en surnombre, le nouveau taux unique d'encadrement d'un professionnel pour 6 enfants qui cohabitent avec l'ancien taux d'un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 pour 8 qui marchent. Et puis l'augmentation de la capacité maximale d'accueil dans les micro-crèches. Alors, ce que je vous propose, que effectivement nous ayons d'abord des échanges sur la réforme Norma et que nous puissions ensuite aborder d'autres éléments que vous avez déjà pu effleurer. Je pense en particulier à la question de la formation des professionnels, dont effectivement tout porte à croire, et nous échangions là-dessus hier avec la présidente Laitier, que c'est un des éléments, une des pierres angulaires, je dirais, du renforcement de la qualité d'accueil dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Alors, sur la réforme Norma, vous le savez, un des éléments qui est resté particulièrement prégnant et sur lequel on a pu avoir des retours qui sont différents, c'est la question du référentiel bâtimentaire. Alors, certains acteurs reprochent à ce dispositif de faire passer les exigences bâtimentaires avant la dimension humaine de la qualité d'accueil. Et finalement, d'avoir des opérateurs aujourd'hui qui réalisent des contrôles qui sont d'abord attachés aux problématiques bâtimentaires avant d'être attachés à la question de la qualité d'accueil. A contrario, on a pu rencontrer certaines PMI qui se reprochent à ce dispositif de présenter finalement un référentiel national au-delà duquel elles ne sont pas en capacité d'aller. Alors, ma question, c'est d'abord celle de savoir quelle a été l'idée derrière le mécanisme qui a été instauré. Est-ce qu'il s'agissait de considérer qu'il y avait une surface minimale décente au bénéfice des enfants qui devait être garantie? Est-ce qu'il s'agissait de permettre aux EAJE de voir la réglementation bâtimentaire qui leur était imposée par les PMI finalement allégée? Ou est-ce que d'autres éléments ont pu conduire à votre décision et à la décision de votre prédécesseur? Et puis, comment... et là, je crois qu'il y a aussi une question fondamentale sur la qualité d'accueil, qui est la qualité de vie au travail des professionnels de la petite enfance. Et donc, comment le référentiel bâtimentaire intègre cette dimension-là? Et pensez-vous qu'il convient aujourd'hui de renforcer ce référentiel en tenant compte de cet élément et en particulier dans l'objectif de réduire les troubles musculo-squelettiques dont on constate qui frappent un certain nombre de professionnels de la petite enfance? Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour répondre à cette première série de questions. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure. Alors, sur le référentiel bâtimentaire et notamment sur la question des surfaces minimales par enfant en crèche. Ça a été un des points de débat, de crispation, de contestation au moment de l'adoption de la réforme. Bon. Avant la réforme, il n'y avait pas de règle nationale.
concernant la surface minimale par enfant en crèche. Il y avait uniquement des règles locales que se donnaient les services de PMI, qui étaient variables d'un département à l'autre, tant au regard de la surface considérée que des méthodes de calcul, notamment la question de la non-accessibilité des crèches à certains enfants. Alors ça posait plusieurs problèmes, cette absence de règles nationales, et pour un certain nombre de parties prenantes, pour les parents et les enfants, tout d'abord, parce qu'il n'y avait pas de garantie de surface minimale homogène à l'échelle nationale, donc il y avait une inégalité entre territoires, sachant que, moi je veux bien qu'il y ait de l'adaptation locale en beaucoup de choses, hein, mais là, du point de vue de l'enfant, on ne voit pas trop ce qui pourrait justifier qu'il y ait des normes qui soient différentes d'un département à l'autre. Pour les professionnels, également, ça posait problème, et notamment pour les porteurs de projets, de façon très claire, qui n'étaient jamais assurés de la bonne règle à appliquer, et qui pouvaient changer d'un département à l'autre, qui parfois, au sein même d'un département, au sein même des services de PMI, pouvaient évoluer. Parce qu'il n'y avait pas de base réglementaire, et donc c'est un élément d'incertitude, de complexité, d'illisibilité supplémentaire qui était identifié comme un frein au développement de l'offre. Donc cette réforme, elle crée pour la première fois une règle nationale pour mettre fin à cette variabilité locale et à cette insécurité juridique qui va avec, et puis pour garantir surtout et avant tout, c'était votre question, qu'est-ce qui a motivé, avant tout garantir aux enfants et aux parents une surface minimum. Alors, après, on peut revenir sur les règles, mais la façon dont on a procédé, c'est qu'on a en réalité retenu la règle qui était la plus répandue dans les faits. Alors on peut considérer qu'on a pu adopter une autre méthode, que c'était insuffisant, mais en tout cas, on a adopté cette règle de 7 mètres carrés par enfant dans les espaces d'accueil, dans les cas généraux, et puis vous savez, dans les zones hyper denses, parce que oui, on poursuit aussi un objectif de développement de l'offre. On sait qu'il y a près de 200 000 places manquantes dans notre pays. On sait les inégalités que ça génère. Hein. Vous savez que ce ne sont que 4% des enfants dans les zones défavorisées qui ont accès à une place en crèche, alors que c'est 20% dans les zones chez les cadres, pour faire simple. Donc oui, il y a aussi un objectif de développement de l'offre dans notre pays. Et donc dans les zones hyper denses, dont on comprend bien que c'est plus compliqué, on est parti sur cette règle de 5,5 mètres carrés par enfant dans les espaces d'accueil, mais en rajoutant la nécessité d'un espace extérieur de 20 mètres carrés ou d'un espace de motricité s'il n'y avait pas d'espace extérieur. Et c'était déjà le cas dans certaines grandes villes. C'était comme ça qu'elles opéraient. De mémoire, à Paris, mais je dis peut-être une erreur. Donc l'idée de la réforme était surtout de cranter, en quelque sorte, excusez-moi du terme, l'état actuel de la pratique qui était la plus répandue et qui d'ailleurs, sous la mandature précédente, avait fait l'objet d'un guide à l'attention des opérateurs et des services de PMI. Donc voilà un peu ce qui a guidé cette réforme et les règles qui ont été adoptées. Une fois encore, je pense que c'était une avancée. Alors, à juste titre, vous évoquez les professionnels. Alors, pour être très honnête, je ne me souviens plus dans le détail de ce que prévoyait le référentiel bâtimentaire, mais pour avoir lu et relu à l'occasion de cette audition le rapport de l'IGAS et ses conclusions, on voit bien, ils ont constaté que un certain nombre d'espaces de repos et de répit pour les professionnels, dont on sait qu'ils sont nécessaires, et ce d'autant plus que la réforme, par ailleurs, a prévu des temps de partage, de restitution, de pratiques professionnelles. Donc, ce sont des lieux qui sont nécessaires. Ces lieux sont insuffisants, sont parfois dans les états délabrés, etc. Donc, peut-être nécessité de renforcer plus encore les normes à cet égard. Quant aux troubles musculo-squelettiques, là aussi, je n'ai plus souvenir de ce que contient, et si la réforme contient des choses particulières, mais troubles musculo-squelettiques dans notre pays, au-delà du secteur de la petite enfance, c'est 2 milliards d'euros par an de coûts pour la collectivité. Donc pour ces professions, comme pour beaucoup d'autres, nous aurions tout intérêt à effectivement investir, ça nous ferait économiser beaucoup d'argent.